Voilà, ceux qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse, je vous invite fortement à couper votre caméra. Voilà, j'ai coupé la transaction. Voilà, donc cette conférence est enregistrée et sera disponible d'ici la fin de la semaine pour que vous puissiez la revisualiser à votre aise chez vous. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'écouter Vincent Meurice qui abordera un sujet passionnant, je pense, qui touche à la fois notre société et le monde de la plongée. Gestion des pathologies du stress à travers la plongée. Franchement, personnellement, j'ai hâte d'écouter Vincent. C'est un programme vaste et j'espère qu'il vous plaira. Et après 1 heure, vous pourrez bien sûr poser vos questions. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Vincent, je tiens à rappeler quelques consignes. Hop, voilà, j'accepte en même temps les gens qui sont dans la salle d'attente. Quelques consignes, donc, coupez votre micro, hein, ça c'est très important. Et si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez aussi désactiver votre caméra. Logiquement, ça passera mieux. Alors, à la fin de l'exposé, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez lever la main. C'est un petit bouton avec lever la main qui est juste au-dessus. Hein, et quand vous réappuyez dessus, d'ailleurs, je vais lever la main. Logiquement, vous devez voir participant lève la main et puis je la baisse. Voilà. Ce qui permet de donner un ordre dans le déroulement de la séance questions-réponses. Pour ceux qui ne trouvent pas lever la main, vous pouvez toujours m'envoyer, j'ai devant moi un deuxième écran où je peux voir mes mails, et en répondant à l'email que vous avez reçu cet après-midi, bien, vous pouvez poser votre question et je lirai en moment opportun. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, donner la parole à Vincent, accepter encore quelques retardataires et de couper mon micro et ma caméra. Vincent, je te laisse la main. Bonne soirée. Alors, déjà, un petit test. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Un signe OK suffira, on est entre plongeurs. Voilà. Donc, écoutez, merci à tous d'être présents ce soir. Moi, je suis en Guadeloupe tout de suite, donc il fait un peu chaud et vous entendrez peut-être des grillons derrière, donc vous m'excuserez si ça grésille légèrement. Je ne peux pas couper les grillons encore. Avec moi, j'ai mon associé et collègue Frédéric Benetton qui prendra aussi la parole pendant la présentation pour compléter certains des éléments que je vais vous donner. Donc voilà, l'objectif de la présentation ce soir, comme David m'avait demandé, était de vous informer justement sur le travail qu'on fait depuis un moment sur la prise en charge des différentes pathologies du stress par le biais de la plongée et en l'occurrence plutôt par une forme de plongée adaptée qu'on a appelé le protocole Bateman, mais je vais vous en dire plus dans quelques minutes. Avant de démarrer, si ça vous va, je vais me présenter moi et puis mon associé et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Alors moi, à l'origine, je suis du Nord, donc les carrières belges, je connais bien. J'ai fait toutes mes armes en Belgique. À 5 minutes près, je suis né belge, puisque je suis né à la frontière. Voilà, donc beaucoup plongé par chez vous. Donc, je connais bien les eaux froides et toutes les carrières. J'ai toujours plongé toute ma vie. J'ai un centre de plongée en Guadeloupe. Je suis donc BES2, instructeur régional et course directeur PADI. Et en complément, j'ai aussi une certification en préparation mentale sportive et sophrologie. Voilà, ce qui nous amène finalement dans le vif du sujet. Ça fait donc plus de 25 ans que je suis en Guadeloupe. J'ai pas mal voyagé en tant que plongeur. Donc voilà, donc mon métier, c'est littéralement la plongée. Et depuis quelques années, voilà, on développe avec donc Frédéric, mon associé, toute cette partie plongée santé et bien-être, parce qu'on va différencier légèrement les deux tout à l'heure. Et donc, c'est exactement ça qu'on va vous expliquer. Voilà, donc je laisse Frédéric se présenter. Bonjour à tous, je suis absolument ravi d'être là avec vous. Donc, je m'appelle Frédéric Benetton, moi je suis scientifique de formation. J'ai commencé à étudier les bienfaits de la plongée en 2014 dans une étude dont je vais vous parler très rapidement qui s'appelait Dive Stress.
pendant laquelle on a pu démontrer les effets bénéfiques de la plongée sur le stress perçu des plongeurs. Ma carrière aujourd'hui, moi, je gère un certain nombre de startups dans le domaine de la santé. Et avec Vincent, je continue donc à développer, et en particulier sur l'aspect médical et scientifique, la démonstration des effets bénéfiques de la plongée. Donc, si ça vous va, on va démarrer par un peu l'origine du concept, qui a démarré en 2015 par cette étude qu'a montée Frédéric, qui s'appelle Dive Stress. Donc, je lui relaisse la main. Frédéric. Après avoir moi, je suis un plongeur amateur. Hein. Moi, je n'ai qu'entre guillemets que le niveau 3. Mais j'avais pu constater à partir des années 2007-2008 que beaucoup de plongeurs me rapportaient et des effets bénéfiques. En gros, ça disait la plongée fait du bien. J'avais un petit carnet où je notais les phrases des plongeurs qui me disaient que la plongée leur nettoyait la tête. Enfin, il y avait un certain nombre de suspicions que la plongée faisait du bien, mais ce bien-être était assez difficile à identifier. Et donc, en 2014, j'ai décidé de rejoindre un laboratoire de physiologie du stress, ou plus exactement physiologie des conditions extrêmes, et d'essayer de démontrer concrètement ce qu'est ce bien-être. En 2014-2015, il y a dans la littérature scientifique, il n'y a pas de preuve immédiate des bienfaits de la plongée. En revanche, il y a un certain nombre de soupçons qu'on peut avoir sur le fait que la plongée induit des modifications neurochimiques notamment. Et donc, on décide notamment avec une médecin militaire spécialiste du stress post-traumatique et de la méditation de monter une étude donc, qui se nomme Dive Stress, pendant laquelle on a comparé une quarantaine de plongeurs qui venaient donc en vacances plonger de manière tout à fait loisir, donc qui étaient à Niolon. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un centre qui se trouve au nord de Marseille, centre fédéral. Et on a comparé cette population de vacanciers plongeurs à une population de vacanciers dits sportifs qui étaient également à l'UCPA, mais cette fois-ci au sud de Marseille, donc à la même période de l'année, qui étaient dans un autre club UCPA et qui faisaient une activité multisport. Donc, ils faisaient de la randonnée, du kayak, de l'escalade. Ils nageaient, mais ils ne plongeaient pas. Et donc, ce qu'on a pu démontrer, et c'est ce que vous voyez sur le graphe, c'est que le stress perçu, qui est vraiment la bonne définition du stress d'un individu, diminue non seulement à la fin du stage, c'est la deuxième barre que vous voyez, et ce qui est très intéressant, c'est que cet effet perdure, c'est-à-dire quand on re-questionne les plongeurs 1 mois et demi, 2 mois plus tard, on constate que l'effet bénéfique est toujours là. Ce n'est pas du tout le cas pour les vacanciers sportifs. Donc, ce qu'on a pu démontrer dans cette étude clinique, hein, qui est publiée, que vous pouvez trouver dans un magazine qui s'appelle Frontiers, c'est que on démontre qu'il y a une amélioration de la capacité de résistance au stress, que la qualité de sommeil semble s'améliorer, que les angoisses diminuent, et on a donc cet effet qui perdure un petit peu, hein, 1 mois et demi, 2 mois plus tard, qui perdure dans le temps. Donc ça, c'est la base, en se disant que les raisons pour lesquelles ça fonctionne, c'est notamment, mais il y en a certainement, il y a d'autres hypothèses, c'est en particulier le fait que quand on plonge, naturellement, on adopte une respiration ample et posée. Cette respiration ample et posée permet ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une synchronisation des rythmes cardiaques et respiratoires, alors pas en fréquence, mais plutôt en harmonique. Et donc, on sait, et ça c'est très démontré dans la littérature scientifique, que la cohérence cardiaque permet une meilleure régulation du stress. Et puis, le second effet immédiat de la plongée, on constate que les plongeurs améliorent lorsqu'on appelle l'état mindful, qu'on peut aussi appeler état de pleine conscience. Autrement dit, qu'il y a des bienfaits de la plongée qui sont assez proches des états obtenus lorsqu'on pratique la méditation de pleine conscience sur un certain temps. Et partant de là, on s'est dit, la plongée, déjà, est un instrument en soi du bien-être vis-à-vis du stress. La méditation est quelque chose aussi d'existant et qui a démontré ses bienfaits, et on peut commencer à mélanger les deux. Et c'est à ce moment-là que je commençais à l'époque à discuter avec Vincent, qui lui abordait un axe avec la plongée, mais plus dans un axe avec la sophrologie.
Alors, je prends le relais sur cette partie-là. En parallèle, c'est-à-dire à peu près en même temps que Frédéric était en train de mener ses tests sur Dive Stress, moi j'étais en plein dans ma formation de sophrologue et c'est une formation qui prend du temps, hein. Bon, après, il y a différents types de formations, mais celle-là prenait quand même 3 ans et demi. Et en l'occurrence, durant ces formations, on avait l'obligation de pratiquer fréquemment en personnel, hein, de façon forcément à s'entraîner, hein, que ça soit de la méditation, du yoga ou de la sophrologie, vous avez toujours l'obligation de vous entraîner si vous voulez que les effets soient non seulement efficaces, mais qu'en plus, ça puisse perdurer dans le temps. Donc, en tant que gestionnaire du centre de plongée et puis à l'époque, jeune papa, j'avais très peu de temps pour pratiquer et finalement, un des meilleurs endroits que j'ai trouvé pour pouvoir justement, continuer mon entraînement, c'était fréquemment à l'issue de plongée quand j'avais fini un baptême ou quelque chose comme ça et que j'avais un petit peu de temps devant moi, je me mettais sous l'eau et du coup, je faisais mes exercices de sophrologie. Assez étrangement, très rapidement, je me suis rendu compte que le bénéfice et en tout cas la vitesse à laquelle les exercices s'imprégnaient, au niveau psychocorporel, était, littéralement majoré par rapport à ce que je pouvais faire en surface finalement où, j'étais toujours, sursollicité par d'autres stimuli, hein, voilà, quelqu'un qui court, du bruit, et cetera et cetera. Donc, à cette époque-là, pendant quasiment presque 2 ans au final, je me suis mis en accord avec certains de mes clients à l'époque, qui étaient des très bons clients et je leur ai demandé si ça les dérangeait de faire des tests, d'exercices spécifiques en fait avec eux, des exercices de sophrologie en l'occurrence et donc pendant plus d'une centaine de plongées, j'ai fait différents tests sur certains exercices et puis finalement, ça s'est révélé, relativement très cohérent. À l'issue de ça, pour justement développer, l'étude clinique d'IVOP sur lequel on va venir juste après, on s'est posé la question de monter un protocole, enfin, on appelle ça un protocole, parce qu'on ne peut pas réellement pour l'instant appeler ça une vraie formation, même si on y viendra après. Un protocole qui permettrait, à l'issue d'un certain nombre de plongées, parce que forcément en sophrologie, si vous voulez, quand vous allez pas bien et que vous voulez apprendre à gérer votre stress et que vous allez voir un sophrologue, bien évidemment, si vous faites 1 ou 2 séances, il ne va pas se passer grand-chose. Souvent, il faut attendre 4-5 séances avant que les premiers effets commencent à se faire ressentir et surtout que la personne puisse intégrer les exercices et en tirer les bénéfices. Donc pour le coup, l'idée était de monter un protocole. Là, à l'époque, on avait décidé d'une dizaine de plongées parce qu'on était tenu par un timing et de ce protocole, voir, comment on pouvait s'attaquer à une pathologie du stress donné et surtout, s'intéresser aux résultats qu'on allait avoir comparé à d'autres choses. Alors, comme Frédéric venait de terminer son étude d'iStress et qu'il avait travaillé avec, à l'époque, une médecin militaire, Marion Trousselard, on s'est dit: «Ben, après tout, tant qu'à s'attaquer à une pathologie, autant s'attaquer à la pathologie la plus sévère en termes de stress, qui est le stress post-traumatique». Donc le stress post-traumatique, c'est quelque chose de relativement, large, très impactant pour les personnes qui en souffrent. Heu, c'est pas toujours bien compris par l'entourage, donc je vais vous donner quelques petites explications. En général, quand vous subissez un trauma, d'accord? Dans les premiers temps du trauma, je vais essayer de faire simple, hein, d'accord? Mais dans les premiers temps du trauma, vous êtes immanquablement dans ce qu'on appelle une zone de stress aigu ou un choc émotionnel qui fait que le corps va décharger le stress qu'il a reçu. Par exemple, si demain vous êtes témoin d'un accident de voiture ou, d'un accident X ou Y, ou que vous avez, failli mourir pour une raison X ou Y, il est évident que jusqu'à 1 mois, bien souvent, on va avoir des émanations, encore une fois, corporelles qui vont faire que certaines angoisses, certaines manifestations, physiques comme les tremblements et des raideurs musculaires, ce genre de choses vont apparaître. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en science, la queue de stress, qui a été, bien étudiée par un médecin qui s'appelait Kroc. Toujours est-il que donc sur une durée d'1 mois, on estime que ces réminiscences psychocorporelles sont normales parce qu'elles permettent de laisser le temps au cerveau, on va dire, de digérer le souvenir et de le faire rentrer dans la mémoire à long terme. Entre 1 mois et 3 mois, on commence à rentrer dans une phase de stress aigu. Au-delà de 3 mois, ça revient à être dans un stress chronique et forcément, on rentre littéralement dans ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Après, dans la littérature, vous pouvez avoir des fois ce qu'on appelle des stress post-traumatiques à distance, c'est-à-dire des gens qui vont faire une dissociation psychologique. Par exemple, j'ai été, témoin d'un accident très, très grave. Heu, Cet événement a été tellement impactant au niveau, psychique que finalement, le cerveau est rentré ce qu'on appelle en dissociation. Donc c'est-à-dire qu'il a buggé littéralement, hein, il a foutu le souvenir quelque part ailleurs.
souvenir qui va être endormi pendant un moment et qui peut des fois ressortir à l'issue d'un autre stress. Donc là, c'est du stress post-traumatique à distance, mais quoi qu'il en soit, pour résumer la chose, on pourrait dire qu'à partir de 3 mois, on rentre dans le stress post-traumatique chronique et que donc ça devient particulièrement difficile en fait, à gérer ce genre de pathologie. Sans rentrer vraiment dans les domaines médicaux, bien souvent, les 2 premières années ne sont pas forcément les meilleures à vivre, mais on a quand même quelques fois, au bout de 2 ans, une légère baisse des symptômes. Mais bien souvent, il faut se faire aider par différentes techniques, hein. Les plus connues sont forcément la psychothérapie. Après, vous avez des techniques médicamenteuses. Les autres outils utilisés, étaient justement la médiation de pleine conscience qu'ils ont essayé d'utiliser à l'armée. Voilà, et puis quelque chose qui s'appelle l'EMDR, pour ceux qui connaissent, qui est relié aux différents mouvements oculaires, qui fonctionne quand même plutôt pas mal non plus, mais qui montre aussi certaines limites. Donc au final, on s'est dit: «On va s'attaquer à cette pathologie qui, elle, est caractérisée littéralement par 4 symptômes, prédéterminés, hein». Il y a un symptôme qui s'appelle pathognomonique, pour ceux qui connaissent. En fait, un symptôme vraiment très spécifique du stress post-traumatique qui est les réviviscences, où les gens vont revivre littéralement avec les sens, hein, que ça soit visuel, auditif, olfactif, peu importe, le trauma dans lequel ils ont été. Par exemple, si on prend les rescapés du Bataclan, très fréquemment, ils ont on va dire des espèces de visions auditives dans lesquelles en fait des bruits de pétards ou ce genre de choses peuvent les faire littéralement ramener en fait pendant la durée de l'attaque. Chez les militaires, par exemple, il y en a certains qui ont des vrais problèmes avec, des odeurs de chair brûlée parce que ça rappelle, voilà, des traumas qu'ils peuvent, subir sur le champ de bataille. Forcément, quand on va pas bien, eh bien, on va rentrer dans dans des situations d'évitement, donc on va toujours éviter certaines conversations, des films, des lieux qui vont faire que ça va nous rappeler le traumatisme. Donc la personne commence à se renfermer sur elle-même forcément et devient, souvent d'ailleurs agoraphobe. Vous avez la même pathologie pour ce qu'on appelle les attaques de panique. Une hypervigilance constante puisque forcément le cerveau s'est retrouvé dans un état, de choc émotionnel tellement intense qu'il se dit: «Bah, en fait, à tout moment, un nouveau drame peut arriver». Donc le cerveau reste en vigilance constante et à cause de cette, ultra-vigilance, bien souvent, vous avez des troubles du sommeil qui sont excessivement marqués puisque finalement dormir, c'est, lâcher prise et lâcher prise, c'est, ben, voilà, lâcher la prise de conscience d'un risque, potentiel. Donc au final, les troubles du sommeil sont quand même relativement courants, dans le stress post-traumatique. Forcément, la personne va rentrer dans des dysfonctions, dites cognitivo-émotionnelles avec, bon, une perte d'intérêt, une genre de dépression et puis souvent des stratégies de gestion du stress, de genre de stratégies de coping pour ceux qui connaissent, qui vont pas forcément être, très efficaces. Enfin, quand je dis très efficaces, c'est efficace sur le court terme, mais la drogue, l'alcool, ça peut apaiser un moment, mais bien souvent, forcément, ça va générer beaucoup plus de problèmes que ça en résout. Donc là, on a un genre de carré symptomatique qui est très marqué, dans le stress post-traumatique et qui peut arriver effectivement à distance, comme je l'ai dit tout à l'heure, du traumatisme. Donc c'est vraiment une pathologie, très particulière, et relativement difficile sur laquelle on peut s'attaquer. Donc au final, choix étant fait de s'attaquer au stress post-traumatique, on commence la première étude qui s'appelle DIVOP, qui a été faite avec, 34 rescapés du Bataclan. Qu'on a mené en Guadeloupe fin 2017, début novembre 2017 même, donc qui était littéralement 2 ans après les attentats. Donc on avait des gens quand même qui étaient encore beaucoup très impactés par leurs symptômes et leurs pathologies. C'est une grosse étude sur laquelle on avait donc 17 personnes qui étaient sous l'eau, sur lequel on a appliqué le protocole de plongée qu'on avait créé et 17 personnes qui faisaient, office de groupe témoin qui, eux, en fait, allaient, solliciter à peu près les mêmes choses, hein, en termes de découverte, sport, ce genre de choses, mais pas par la plongée. Donc ils faisaient, par exemple, du canyoning, du kayak, de l'équitation, du jet ski, ce genre de choses, mais pas de plongée. Il y a juste une fois où en fait, ils se sont mis à l'eau en palmasque et tuba et puis c'est tout. La courbe que vous avez juste en dessous, en fait, revient à parler de ce qu'on appelle la notion de stress perçu, mais c'est surtout ici sur cette courbe ce qu'on appelle le PCL5 qui est le score en fait, qui est mesuré pour, déterminer quel est le niveau de stress post-traumatique. Vous avez en gros un questionnaire officiel, psychologique, hein, pour lequel les personnes vont répondre et si vous avez un score qui est
au-dessus de 34, alors après, il y a deux PCL, hein, mais si vous avez un score qui est au-dessus de la barre médiane, là, que vous avez, on peut considérer que vous êtes en stress post-traumatique. Okay, donc, les deux groupes, au final, le groupe bleu qui était le groupe témoin et le groupe rouge qui était le groupe plongé, démarrent quasiment à peu près au même niveau de stress post-traumatique. La petite différence que vous avez entre les deux n'est pas forcément super significative, elle l'est beaucoup plus sur l'arrivée, où effectivement les résultats montrent littéralement une vraie réduction des symptômes pour l'ensemble de la population qui était le groupe plongé, pour lequel on a 16 personnes sur 17 qui redescendent en dessous du stress post-traumatique par le biais de ce questionnaire. Donc, pour vous donner quelques détails complémentaires sur cette étude, c'était vraiment l'évaluation des bénéfices du protocole sur la qualité de vie et la rémanence à 1 mois et à 3 mois. Donc, on a suivi les personnes à l'issue de ces études cliniques. Okay, avec une méthode randomisée, puisque à partir du moment où vous faites une étude clinique, il faut qu'elle soit déclarée. Il faut éviter les biais d'études. Voilà, il faut ce qu'on appelle aussi du double aveugle. Alors, c'était un peu compliqué à ce niveau-là, mais en fait, tout était monté de façon à ce que ça soit le plus scientifique possible et le plus mesurable possible, avec une très grosse équipe, plusieurs médecins, plusieurs psy, plusieurs infirmiers et pas moins de 8 moniteurs pour prendre en charge les gens. Donc, on avait un âge moyen de 34 ans, 88% qui étaient sur le Bataclan, puisque dans les attentats de Paris, vous aviez aussi les terrasses, le stade et autres lieux, dont 8 étaient littéralement blessés physiques et 4 qui étaient en situation d'endeuillement. Donc pour ce groupe, je reviens sur cette image, pour ce groupe finalement plongé de 17 personnes, on a quand même une chute relativement flagrante du score PCL5, qui est quand même le score officiel du stress post-traumatique, et qui va durer pendant un moment et qui tend à s'étioler au bout de certains mois, donc qui pourrait laisser penser que on aurait besoin quelque part d'une genre de piqûre de rappel, on va dire, pour faire vraiment perdurer les effets bénéfiques de la plongée adaptée. Maintenant, c'est la même chose que ce que vous avez en sophrologie, les gens qui pratiquent la sophrologie vont forcément avoir des effets bénéfiques au bout d'un moment, mais si vous arrêtez de pratiquer, forcément, les effets s'étiolent un peu. Malgré tout, le fait de reprendre, on retourne plus vite à un état de compétence quand même donné. Donc, pourquoi une plongée adaptée? Parce qu'on s'est dit, finalement, on peut cibler différentes pathologies, sachant que ce que nous, on a décidé de cibler était forcément les pathologies reliées au stress. Donc, en l'occurrence, stress post-traumatique dont on vient de parler, le burn-out aussi, qui présente certaines problématiques, les troubles de l'anxiété, aussi comme les attaques de panique, la dépression, les stress post-pathologiques que vous pouvez retrouver sur différentes maladies de type cancer. Et dernièrement, mais ça, on y touchera un mot à la fin, une étude qu'on a finalisée l'année dernière, et dont l'étude serait tardée à sortir, qui est une étude sur l'obésité et sur laquelle on a non pas tenté de gérer le poids des personnes, mais plutôt la partie justement stress et ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, puisque finalement les gens souvent les gens obèses ont aussi derrière, en mode sous-jacent, des problématiques de stress qui fait que justement la gestion de l'émotion fait qu'on va se jeter sur la nourriture. Alors soit forcément l'obésité, soit après on a aussi l'anorexie, mais nous enfin on était littéralement sur l'obésité. Mais ça je vous dis, on vous en parlera plus sur la fin. Notre stratégie d'approche, parce qu'il y a une stratégie forcément là-dedans. Premièrement, la réappropriation du schéma corporel, parce que quand vous souffrez de stress intense, un des premiers trucs qui va flancher, c'est le corps. Alors, ça a beaucoup de choses, c'est des informations moi que je donne à mes élèves moniteurs en général, c'est que pour détendre une personne, passer par l'esprit est souvent très compliqué. Il faut d'abord passer par le corps, parce que finalement le corps va tellement décharger les problématiques de stress que c'est lui qui va prendre et ce mal-être physique va ne faire que créer une espèce de boucle psychologique qui fait que finalement les symptômes vont pas forcément diminuer, voire vont s'intensifier. C'est littéralement ce que vous retrouvez d'ailleurs dans la pathologie des attaques de panique. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec ces gens, c'est une réappropriation du schéma corporel, gestion des somatisations négatives, donc en l'occurrence, faire redescendre justement ces niveaux de tension musculaire, savoir influer sur son rythme cardiaque, sur sa ventilation pour retravailler justement sur la cohérence cardiaque qui faisait partie des hypothèses initiales qu'on avait. Forcément un travail sur la concentration et l'attention, c'est-à-dire pouvoir se refocaliser et pouvoir justement mieux remaîtriser cette partie corporelle. Surtout quand le cerveau explose, c'est relativement très compliqué. Le développement des capacités personnelles, parce que forcément, si on se sent capable de gérer certaines situations de stress, par défaut, les autres situations de stress, on va dire, si je suis capable de gérer la situation A, je peux probablement gérer mieux la situation B, qui va être finalement relativement proche, que le stress, il a un des gros avantages, c'est qu'il va s'exprimer quasiment toujours de la même manière. Voilà.
et apprendre aux gens à devenir plus mindful, ce qui est finalement un des objectifs que vous retrouvez dans la sophrologie ou la méditation de pleine conscience, qui est qu'avec la pratique, au final, l'état de pleine conscience va avoir tendance à revenir de façon plus fréquente et surtout avec plus longue durée. Donc ça peut être relativement intéressant. Et ce qu'on a essayé de faire justement, c'était certainement pas de ne créer ce qu'on appelle une psychothérapie, encore moins une thérapie. Donc on ne va pas associer le travail qu'on a fait à une thérapie, c'était plutôt travailler en double avec bien sûr les professionnels de la santé, hein, médecins et psy, pour donner justement une boîte à outils complémentaire aux gens pour qu'ils puissent utiliser ces techniques-là, voilà, pour pouvoir forcément aller mieux et surtout beaucoup plus vite et que ça dure dans le temps. Alors pourquoi justement la plongée contre le stress? Parce que forcément, la première chose que les gens se disent, surtout les néophytes, c'est de se dire: «Vous prenez des gens stressés et vous les emmenez dans un environnement hyper stressant». Alors, c'est un des gros avantages qu'on a et je vais vous expliquer pourquoi en fait, cet environnement est stressant. Pour démarrer, je vais juste revenir, mais pareil de façon très, très simple sur, quelques bases de physiologie du stress, qui donnera sens en fait au reste de la présentation. Donc ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, qui est une réaction, qui va avoir lieu, à l'issue d'un stress intense, d'accord? Va toujours, en gros, se manifester sous 3 axes. Une première phase qu'on appelle la phase d'alarme, d'accord? Dans lequel on va avoir une mise en alerte de l'organisme, sachant que le stress, c'est quelque chose de salvateur. En fait, sans stress, théoriquement, vous mourrez. Il faut stresser. À une époque où on avait, des dinosaures aux fesses, et ben, forcément, le stress nous permettait d'être beaucoup plus alerte et beaucoup plus efficace pour faire face à une situation. Forcément, dans nos sociétés modernes, on a quand même beaucoup moins de T-Rex aux fesses, mais par contre, on va avoir un stress qui va être beaucoup plus psychologique et anticipé. Je suis dans un embouteillage, demain j'ai une réunion, problématique avec mon patron et cetera et cetera. Voilà, donc ça, c'est souvent du stress anticipé. Alors il existe encore heureusement, hein, du stress, logique, ce qu'on va retrouver sur, du sport de pleine nature, sur, traverser une route avec une voiture, par exemple, qui fonce sur vous. Ça, c'est du stress salvateur. Mais, malheureusement, l'humain va beaucoup développer un stress par anticipation. Bref, donc une première partie qui est justement cette phase d'alarme qui va de suite et de façon excessivement, puissante mettre le corps dans un état qui permet justement de gérer 2 situations psychologiques qu'on appelle la situation faire face ou fuir. Donc soit je fais face au stress et dans ce cas-là, bah, je peux combattre, le stress, par exemple quelqu'un qui m'agresse, c'est-à-dire que mes forces vont être décuplées, je vais avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir faire face. Soit la fuite où dans ce cas-là, bah, justement je vais courir plus vite et je vais pouvoir, aussi, m'extraire de l'origine du stress. Donc ça, c'est la phase aussi de résistance dans laquelle, en fait, ce stress, il va perdurer. Par exemple, si vous avez, comme nous, on a eu les gens du Bataclan qui sont restés, quand même plusieurs heures à un moment donné, avec des terroristes à côté, bah, forcément, cette phase de résistance, elle va être relativement importante et à un moment donné, cette phase de résistance, elle va, sursolliciter les systèmes de défense, les systèmes de restauration de l'équilibre homéostatique et en fait, l'organisme va littéralement s'effondrer et rentrer en épuisement. Sur des stress, intenses comme par exemple un attentat, vous pouvez littéralement avoir des gens qui meurent de stress. Sur des stress sur lesquels les niveaux de résistance vont être sursollicités, ce qui va être le cas par exemple pour le burn-out, où vous avez des phases de récupération qui ne sont pas suffisamment bien gérées et qui fait qu'en fait à chaque fois que vous régénérez un stress au travail, bah, malheureusement comme vous avez beaucoup descendu en termes d'énergie et que vous n'avez pas encore assez remonté en termes de récupération, bah, à chaque fois vous descendez petit à petit jusqu'à une phase d'épuisement où bien souvent, bah, le burn-out se termine par une jolie dépression, ou autre chose, des fois de beaucoup plus grave. Et donc cette phase d'épuisement ou une phase de récupération, hein, quelque part, si le stress a été, trop prolongé ou répétitif, là on dépasse les capacités d'adaptation de la personne et effectivement, on peut avoir soit effectivement des pathologies sévères avec, bien sûr, toutes les pathologies qui peuvent être reliées au stress, hein, dépression, des douleurs chroniques, voilà, des troubles, de l'alimentation et cetera et cetera. Ou alors le stress, c'est terminé, mais effectivement, des fois, pour certains stress, la phase de récupération va être longue et il va falloir accepter cette idée que, ben, voilà, il y a encore des émanations psychocorporelles qui vont durer un certain temps, ce que je vous expliquais au démarrage sur le stress post-traumatique dans la partie choc émotionnel et qui fait qu'effectivement l'organisme va vraiment être très épuisé. Donc ça sollicite énormément d'énergie corporelle et psychique là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué à y faire face.
Maintenant, on sait que tout le monde, face à un choc émotionnel ou face à une situation donnée, ne va pas réagir de la même manière. Tous les gens qui étaient au Bataclan n'ont pas fait un stress post-traumatique. Tous les gens qui ont vu un accident de la route sévère n'ont pas fait un stress post-traumatique. Il y a énormément de facteurs, hein, c'est multifactoriel, cette problématique-là, ce qu'on appelle la résilience, donc la capacité à faire face et à rebondir à l'issue d'un d'un conflit X ou Y, hein, d'un coup de la vie, on va appeler ça comme ça. Donc, en fait, il y a des études qui ont été menées, hein, par, justement Morgan et Cole, là, en 95 sur, en gros, qui est l'individu résilient. Alors, chez l'individu résilient, on va avoir souvent un sentiment de compétence personnelle et vous allez voir le lien qui se fait avec la plongée derrière, hein. Très souvent des capacités intellectuelles élevées. Alors quand on parle de capacités intellectuelles élevées, bien évidemment, on ne parle pas des tests de QI, on parle aussi des capacités d'adaptation, donc des capacités, qui vont être ce que vous allez retrouver en dessous, des capacités à planifier, à résoudre des problèmes, à donner du sens, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, hein, un terme que beaucoup de gens connaissent. Cette capacité d'optimiste, la capacité forcément à faire face au stress qui est déterminante aussi de l'expérience. C'est-à-dire que si dans votre jeunesse, vous avez été tellement couconné que vous n'avez jamais fait face au stress, bah forcément, la gestion du stress en phase adulte va être beaucoup plus compliquée à gérer. Donc, l'expérience et le vécu de la personne a quand même une importance importante à ce niveau-là. L'habilité à chercher un soutien, donc forcément famille, amis et ce genre de choses vont justement faire partie des capacités à être beaucoup plus résilient. Un sentiment d'appartenance et de solidarité, donc d'où les phénomènes de groupe. La famille, le soutien familial, la cohésion sociale revient sur les facteurs, familiaux, mais les facteurs de soutien justement aussi et les autres facteurs de soutien, bien sûr, par des personnels comme les enseignants, les personnels médicaux, heu, qui permettent de favoriser un petit peu plus l'autonomie, la responsabilité et le contrôle. Donc cette résilience, elle peut se construire. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut tomber sur un individu pas forcément super résilient au démarrage, mais qui va justement par le biais de différentes boîtes à outils et d'expériences, heu tout simplement travailler et améliorer cette capacité de résilience. Et c'est là où finalement la plongée va nous intéresser. La plongée parce que justement elle représente un maximum d'avantages. Quand je vous disais tout à l'heure que, mettre un individu stressé dans un environnement stressant, en fait, c'est un des meilleurs avantages qu'on a parce que quand vous êtes en train de faire de la méditation de pleine conscience et que vous êtes en stress post-traumatique et que vous êtes dans une salle d'un hôpital, d'un cabinet X ou Y, hein, forcément, pour se détendre, c'est pas toujours si simple. Donc les effets sont relativement aléatoires parce que vous pouvez toujours vous dire qu'à côté, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans la salle, et cetera. En fait, sous l'eau, on se rend compte que les gens vont rentrer dans ce qu'on appelle une sorte d'hypervigilance saine, c'est-à-dire qu'ils vont être présents à eux-mêmes. C'est-à-dire que toutes leurs facultés d'attention et de concentration vont être portées sur si je fais le con, excusez-moi le terme, en gros, je me noie. Ça peut paraître très raccourci comme phrase, mais même si, c'est une réalité, le cerveau se met en hypervigilance saine et donc va mettre tout en œuvre pour être dans le stress salvateur que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette situation de faire face ou fuir, c'est-à-dire que voilà, il va mobiliser d'une certaine partie l'énergie du corps pour faire face, mais de manière relativement compétente. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs quand on travaille avec des sportifs de haut niveau, c'est, les mettre dans des états justement de stress, mais qui sont un stress qui permet l'optimisation de la performance. Si vous n'êtes pas assez stressé, par exemple, faire une séance de sophrologie avec un boxeur 10 minutes avant de monter sur le ring, bon, il y a probablement des chances que l'autre se fasse démonter. Donc en fait, quand on travaille avec des sportifs de haut niveau, le délai et les buts des séances dans lesquelles on va travailler dépendent, littéralement aussi du type de sport et de ce qu'on attend chez le sportif. Bref, l'activation du système parasympathique par étirement pulmonaire, alors à savoir en physiologie que, vous avez au niveau des poumons des capteurs d'étirement qui vont solliciter le système parasympathique, qui est le système qui permet justement de récupérer plus vite. En fait, quand on respire un peu trop fort, au final, ces cellules se disent: «Attention, les poumons arrivent plus ou moins à un maximum d'étirement, donc on active le système parasympathique et donc on revient dans un état plus serein». Heu, la bonne nouvelle, c'est qu'en plongée, ben, justement, la respiration va faire qu'on va respirer très souvent dans ce genre de cas. L'effet d'apesanteur, moins le poids du corps, tous les gens que vous connaissez qui sont en dépression, en stress et cetera, ont forcément un poids du corps qui est très ressenti. On traîne les pieds, on n'avance pas et donc le fait déjà de se mettre sous l'eau présente aussi une sorte de libération, de se dire: «Voilà, je suis léger» et quand le cerveau se sent léger, bah, au final, il réduit aussi, littéralement son stress. Sur sollicitation du système somesthésique, qui est le système de capteur des sensations que vous avez au niveau de la peau, donc forcément quand on travaille dans un milieu dans lequel la densité est beaucoup plus importante, chaque mouvement va être beaucoup mieux ressenti.
avec un phénomène de lenteur, hein, que je redis après, est beaucoup mieux perçu. Donc l'enregistrement dans la conscience d'une personne va être beaucoup plus précise. Par exemple, quand vous faites de la sophrologie ou de la méditation de pleine conscience, si vous dites à quelqu'un à l'inspiration, tu vas te sentir plus léger, bien évidemment, quand vous êtes assis sur une chaise, il faut imaginer cette sensation de légèreté à l'inspiration. Bonne nouvelle en plongée, le poumon ballast faisant office de carrément d'aide complémentaire, à l'inspiration, je suis effectivement plus léger. Donc juste par exemple, travailler du poumon ballast, inspiration plus léger, expiration plus lourd, et je vais faire de la détente musculaire. De suite, en fait, il n'y a même pas besoin de l'imaginer, ça se présente littéralement à la personne telle que ça doit être. Et forcément, l'accélération ça qui apparaît ce genre de capacité est quand même assez intéressante. Et puis, contrairement aux autres sports extrêmes, que je dis au passage, parce que la plongée, des fois, est vue comme un sport extrême, finalement, la plongée, quand elle est bien faite, ça s'apprend relativement vite dans un milieu sécurisé. Voilà, alors ça dépend avec qui et comment on prévoit les séances, hein, mais tous les gens qu'on a eu, par exemple, sur les études cliniques, enfin, il y en avait sur les 17, il n'y en avait que 2 qui avaient déjà plongé. Tous les autres étaient des débutants et ils n'avaient jamais mis la tête sous l'eau. Donc ça, c'est aussi un des avantages de la plongée, c'est que de suite dans un environnement spécifique, comme on appelle en France, ou en tout cas un sport à milieu spécifique, dit extrême, on va finalement apprendre assez vite et les notions de développement des compétences personnelles vont s'en trouver énormément renforcées. Alors, ça, c'était nos théories et on s'est dit qu'il allait falloir agencer tout ça dans un protocole donné parce que juste faire de la plongée simple, en soi, c'est déjà très bien, mais est-ce qu'on ne peut pas finalement potentialiser certaines techniques qui existent par des exercices qui seraient testés et mesurés lors d'études cliniques? Donc, ce qu'on a fait, là, je vous montre rapidement, hein, c'est une courbe de rythme cardiaque qu'on avait sur une personne. Alors là, à l'origine, cette personne-là était déjà quand même une personne relativement sportive, mais en fonction de comment on agence les exercices, il y a un moment donné, par exemple, on a réellement des chutes rythmiques qui font qu'à un moment donné, on arrive même avec cette personne-là à 31 battements minute pendant quelques temps, en fonction de comment on le positionne sous l'eau, en fonction de comment on le fait respirer et le type de préparation en amont qui a été fait, parce que forcément, cette préparation initiale, elle est importante. Quand vous faites de l'hypnose ou de la sophrologie, vous avez ce qu'on appelle une phase d'induction qui permet de mettre l'esprit dans un état de conscience modifié. Donc finalement, cette phase qui est en amont de la plongée a quand même une énorme importance, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas n'importe comment non plus. C'est pas juste on met une bouteille, on saute dans l'eau et puis allons-y Marcel, on démarre. Non, donc il y a quand même toute une rythmique à avoir, un agencement d'exercice qui fait qu'on peut obtenir des fois ce genre de décroché cardiaque et qui permettent à la personne en plus de voir en direct comment elle peut influer sur la détente musculaire, la ventilation et donc la somme des deux, forcément le rythme cardiaque. Et ce qui permet au final de développer ce genre de compétences de résilience. Autre problématique qu'on a eu à gérer, forcément, quand vous avez des individus qui sont dans des pathologies sévères, c'est qui on accepte sous l'eau en fonction forcément de son traitement médicamenteux. D'un pays à un autre, vous avez des variables. À l'heure actuelle, on pourrait dire que quand même l'organisme qui est le plus réfléchi dessus reste le DAN quand même. Donc sur les médicaments, forcément, nous, on était dans une étude clinique officielle, donc il y avait quand même plusieurs médecins, il y avait des visites d'inclusion, donc on n'a pas lancé les gens dans l'eau comme ça direct. Par exemple, quand on a eu les militaires sur l'étude avec Connie Dive, sur laquelle je suis allé un petit peu vite tout à l'heure, j'y reviendrai sûrement, qui restaient du stress post-traumatique, mais eux étaient quand même sur un stress post-traumatique beaucoup plus étalé dans le temps, puisque finalement, les rescapés du Bataclan, on était sur un stress one-shot. Les gens vont à un concert et ça tourne au carnage, alors que les militaires, eux, ont eu quand même plusieurs événements qui sont venus s'additionner les uns aux autres et qui font qu'à un moment donné, voilà, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Bref, donc des individus qui étaient relativement médicamentés et accepter des gens dans l'eau avec des psychotropes, c'est pas toujours facile. Je vais résumer vite fait les choses, mais en gros, on va dire, si je passe à la conclusion d'abord de cette diapo, c'est seul le médecin peut réellement décider qui plonge ou plonge pas. D'accord? Donc, on peut, par exemple, plonger avec des antidépresseurs. Certains antidépresseurs ne peuvent pas, comme les IMAO, là, en raison de leur influence sur la pression artérielle. D'autres antidépresseurs peuvent être acceptés en fonction de différents domaines. Est-ce que le traitement est stabilisé, le type de plongée, est-ce que c'est profond, est-ce que c'est pas profond, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire froid, la visibilité, la déco, l'expérience même de la personne, et puis d'autres pathologies associées, parce qu'il y a des comorbidités comme dans toute pathologie qui peuvent faire que effectivement on puisse être contre-indiqué
à la plongée. Donc malgré tout, ce n'est pas impossible de plonger avec des antidépresseurs, mais ce n'est certainement pas au moniteur de décider qui l'accepte ou pas. Ça reste forcément au médecin et surtout, si possible, un médecin spécialisé en plongée qui, lui, normalement, devrait être le seul à pouvoir prendre la décision, avec bien sûr tout un historique du patient qui va avec. Et pour tous les autres psychotropes de type anxiolytique, etc., ben forcément, ça représente d'autres troubles. On a des troubles de la vigilance et de la mémoire, on a des troubles de la coordination, un abaissement du seuil épileptogène. Alors même si on ne va pas faire une crise hyperoxique dans des zones peu profondes, malgré tout, pour des plongées plus profondes, c'est quelque chose à savoir, c'est que ça réduit littéralement le seuil épileptogène, surtout si les gens sont amenés, par exemple, à plonger au nitrox. Et forcément, une augmentation du risque de narcose. Étant donné tous ces risques, nous, tout le travail qu'on a fait avec les gens avec lesquels on a travaillé, on s'est littéralement limité à 20 mètres et forcément 20 mètres en fin de protocole. C'est-à-dire que évidemment, les premières plongées étaient très peu profondes. D'ailleurs, souvent, la première, voire la deuxième plongée avait lieu en piscine. Et ensuite, on commençait sur des plongées en mer, sur des profondeurs qui étaient comprises entre 6 et 8 mètres. Et tout doucement, en fonction des gens, on arrivait à faire évoluer la profondeur ou pas. Alors, pourquoi créer justement un protocole spécifique ? Il y a quelque chose d'important à comprendre, surtout depuis quelques temps, on voit passer, pour ceux qui connaissent, il y a une formation en France que la Fédération française de plongée propose, qui est le sport santé, qui est très très bien, soit dit en passant, mais qui n'apprend pas aux gens à prendre en charge des gens avec des pathologies psychiques, qui est quelque chose de particulier. Cette formation sport santé, c'est pour les ALD, les affections de longue durée, troubles musculo-squelettiques, ce genre de choses, pour lesquels effectivement faire un sport est très bien, puisque c'est recommandé par le ministère des Sports et puis par plusieurs ministères, même le ministère de la Santé. Toujours est-il que s'attaquer à des pathologies psychiques, malheureusement, ça représente des très 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 gros risques. Et c'est pour lequel tous les moniteurs qui ont travaillé avec nous recevaient une formation très ciblée. Voilà, pour plein de raisons. Déjà, l'identification incorrecte des troubles. Si vous avez quelqu'un qui dit, bah, tiens, finalement, moi, je vais prendre demain quelqu'un en stress post-traumatique, ou là, une personne qui se sent stressée et qui dit, voilà, j'ai ça comme symptôme, super, on plonge. La personne peut littéralement passer à côté des troubles, mal identifier ce qui est en train de se passer et avoir quelqu'un, en l'occurrence, qui sous l'eau va littéralement bugger. En psychologie, ça s'appelle pas la dissociation, ça va me revenir. Faire une décompensation, voilà, j'y suis. Donc une décompensation psychique, c'est quand même relativement je dirais, la chose sur laquelle vous ne voulez pas tomber. Voir l'aggravation des symptômes, par exemple en sophrologie, on n'a pas le droit de travailler avec tout le monde, ça dépend des symptômes psychologiques d'une personne. Donc les personnes atteintes de troubles psychiques ont besoin déjà de soins professionnels en première partie, et passer par un individu non formé, des fois, pourrait littéralement nuire et, encore une fois, déclencher ce qu'on appelle une décompensation psychique. Le risque aussi de blessure, forcément. Les personnes atteintes de troubles psychiques peuvent être plus vulnérables et peuvent avoir des réactions imprévisibles. Donc forcément, sous l'eau, le risque de panique est littéralement majoré et se retrouver avec une remontée ballon qui va majorer la surpression pulmonaire et les accidents de décompression, c'est pas bienvenu non plus. Et puis se mettre en danger non seulement la personne et le moniteur qui va prendre en charge, bien sûr, ce genre de personnes. Ce qu'on appelle aussi le risque de contre-transfert, qui fait qu'à un moment donné, quand vous prenez en charge des gens qui ont un historique très compliqué, il peut y avoir ce qu'on appelle un transfert psychologique et au final, c'est l'aidant qui va se retrouver, lui, en déstress psychique parce que finalement, ça va faire réveiller en lui certaines problématiques et qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir du personnel soignant qui littéralement va bugger et va rentrer, lui, dans une détresse psychique. Et ça s'est déjà vu, surtout sur des prises en charge à long terme. Et puis forcément, un risque de non-respect de l'éthique, quand dans le milieu médical, comme dans le milieu sophrologie et autres, théoriquement, on est tenu à une sorte d'éthique, donc secret professionnel, etc. Et donc forcément, c'est des choses qui peuvent être mises en porte-à-faux si les gens qui prennent en charge ce genre de personnes ne sont pas formés en amont. Donc comment on a décidé justement de former nos moniteurs pour pouvoir mettre en place toutes ces études, forcément, on voulait, dans la façon d'agencer les exercices, qu'ils aient un minimum de base. Alors, on ne crée pas des thérapeutes, clairement pas. En fait, on crée juste des moniteurs qui ont suffisamment de connaissances et de recul pour pouvoir faire du bon travail dans l'eau. Et surtout, ce bon travail, c'est-à-dire améliorer la personne qui pourrait passer par le moniteur, mais surtout essayer d'avoir un résultat qui soit le plus cohérent possible.
Donc, on parle forcément de médecine de plongée, avec en l'occurrence l'acceptation en fonction des médicaments. Encore une fois, le moniteur n'est pas un médecin, mais il est au moins informé de certains risques associés entre plongée et médication. Des connaissances de base, et j'insiste sur le terme de base, de mindfulness et de sophrologie. Un enseignement sur de la pédagogie spécifique, parce qu'on ne va pas s'adresser à ce genre de personnes de la même manière qu'on s'adresse à un plongeur lambda. Forcément, il va falloir déclencher ce genre de gens. Par exemple, la notion de compétence, la notion de savoir-faire, la notion de résilience, qui va venir justement majorer les effets. Des bases de physiologie du stress pour comprendre exactement ce qui se passe dans la tête d'une personne. Des bases de psychologie générale et psychologie sportive, puisque finalement, nous, on associe les deux. Hein. Voilà. Quelques micro-bases de PNL sur la façon de s'adresser aux gens qui peuvent améliorer, on va dire, les briefings. Voilà. Et puis, dans cette partie-là, protocole baptismène, qui est tous les exercices qui ont été créés et qui, mis bout à bout, vont potentialiser les bienfaits, finalement, de ces techniques. Qui sait qui fonctionnent, hein, la méditation, ça fonctionne, la sophrologie, ça fonctionne, la psychothérapie, ça fonctionne. C'est juste qu'on vient donner, encore une fois, une boîte à outils, quelque chose qui fait qu'on potentialise les effets aussi des soins qui sont associés, en fait, à ce qu'on va faire dans l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de littéralement créer une formation moniteur qui s'agence en 3 niveaux. Donc, un niveau, nous, qu'on a mis initiateur, pour lequel, qui est très adapté au mode associatif et piscine, pour lequel les gens peuvent, on va dire, faire de la plongée bien-être. Et là, je vais dissocier plongée bien-être et plongée santé. Plongée bien-être, quand on parle de plongée bien-être, on est littéralement avec une prise en charge de gens qui n'ont pas de pathologie avérée. Donc, des gens qui se disent, bah voilà, le monde actuel, il est stressant, il y a des guerres, il y a de l'inflation, il y a ci, il y a ça. De toute façon, tout le monde est un petit peu stressé. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que le stress a de très bons jours devant lui partout dans le monde. Bref, donc on a des gens qui sont stressés et qui se disent, bah, plutôt que d'aller faire du yoga ou faire autre chose, finalement, je vais faire de la plongée. Et puis, pourquoi pas apprendre quelques techniques qui vont me permettre de mieux faire face, finalement, à mes petites angoisses journalières, qui sont complètement normales pour tout individu. Un moniteur premier degré qui, lui, va justement pouvoir proposer l'ensemble du protocole et l'ensemble des exercices qu'on a créés, toujours de la même manière pour les individus lambda dans le cadre de la plongée bien-être. Et enfin, quelque chose de beaucoup plus spécifique, sur lequel on a une semaine de formation supplémentaire avec des cours beaucoup plus poussés en médecine de plongée et en psychologie, en l'occurrence, où là, effectivement, on apprend aux gens à prendre en charge des gens en pathologie, mais toujours en accord avec le personnel soignant qui serait susceptible de suivre aussi ce genre de personnes. Voilà. Donc, c'est une formation très adaptée pour justement mettre le plus de chances de côté aux gens qui voudraient passer par ce genre de choses et avoir un moniteur qui a suffisamment de recul pour avancer. Et surtout, ne pas prendre de risques complémentaires. Au final, cette formation, Dan l'a validée, hein, on l'a montré. Donc maintenant, les gens qui sont passés par la formation ont au moins l'aval de l'assurance Dan pour faire ce qu'on fait. En France, on a aussi la NMP qui travaille avec nous. Et puis, finalement, PADI aussi, qui a accepté les spécialités spécifiques, pour ceux qui connaissent PADI, ce qu'on appelle les spécialités distinctives, donc pour lesquelles on peut délivrer des niveaux. Alors là, on est encore dans le cadre de la plongée bien-être, hein, mais en tout cas, pour la partie pathologie, ça fonctionne aussi. Dans l'avenir, là, je vais laisser Fred prendre le relais, puisque finalement, moi, je vous ai donné le contexte général, mais on a donc l'étude sur l'obésité dont Fred va vous parler tout de suite, et puis d'autres projets en cours pour continuer d'étudier tout ça. Et puis, l'objectif, littéralement, c'est de montrer que la plongée n'est pas forcément une activité ultra-risque, mais qu'elle peut apporter énormément de bienfaits, et surtout des bienfaits dans un monde qui, plus que jamais, est très stressant et dans lequel on a besoin de techniques associées, autres que médicamenteuses, pour pouvoir avancer. Vas-y Fred. Donc, Vincent vous a parlé des différentes études qu'on a menées, DiveStrace, DiveUp, ComniDive. On vient d'en terminer une qui s'appelle ObeDive, qui va être publiée dans on espère dans les 3 mois qui viennent. On est en train de terminer l'article où on a montré qu'en faisant plonger donc des gens obèses qui sont par nature extrêmement stressés, le stress n'est pas nécessairement la cause de leur obésité, mais de toute façon, on a une conséquence qui vient nourrir la pathologie parce que les gens gèrent très mal leurs émotions et notamment compensent en s'alimentant de manière compulsive. Et donc, on a montré que l'alimentation compulsive et le stress de ces personnes diminuaient significativement après une exposition au protocole.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que pour la première fois, on a obtenu des réductions de stress qui perdurent 6 mois plus tard, 6 mois après la période de plongée. En fait, le point commun entre toutes ces études, et c'est pour ça que donc, ça dépasse le cadre des pathologies, c'est quelles que soient les pathologies qu'on a regardées, on a démontré qu'il y a une diminution notable du stress perçu. Et ce stress perçu, c'est le point commun dans d'abord pour tout un chacun, parce que comme le disait Vincent tout à l'heure, le stress a malheureusement de beaux jours devant lui. Et d'autre part, c'est une constante dans un certain nombre de pathologies psychiatriques, notamment le burn-out et d'autres pathologies type dépression, voire des troubles de l'humeur, voire des troubles de l'attention. Donc, si vous devenez retenir en termes scientifiques ce qu'on a démontré aujourd'hui, c'est vraiment que le protocole BATIS-MED permet une réduction majeure du stress perçu et que ce stress diminue, que cette diminution du stress se maintient dans le temps. Voilà, donc notre objectif, c'est de continuer à conduire des études cliniques, notamment, comme je viens de vous le dire, sur le burn-out, et on a d'autres cibles également. Voilà, mais ça s'applique également donc, tout aussi bien à des gens qui sont en mauvais état psychique qu'à des gens qui vont bien, mais qui sont dans une logique prophylactique, c'est-à-dire qui veulent se prémunir contre des accidents du stress et qui veulent renforcer leur capacité à résister au stress. Voilà ce que je voulais vous dire de mon côté. Vincent? Eh bien, écoutez, voilà, moi, à part vous dire merci et savoir si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Voilà, merci beaucoup, Vincent. Voilà, et Michel, je crois. Voilà, mais donc les questions, vous levez la main, vous posez une question, ça arrivera dans l'ordre. Parce que moi, j'en ai une. Je lève la main, voilà, et je vais poser ma question. Voilà, mais je vais laisser plutôt la parole à Dominique Daman. Voilà, vas-y. Oui, bonjour. Je voudrais savoir où on peut suivre cette formation et comment, à quel prix, etc. Alors, pour l'instant, nous, on fait toujours 2 formations par an. On fait ça sur les fosses de plongée en soit Paris, soit Lyon. Cette année, on est resté principalement à Lyon parce qu'on avait quand même pas mal de gens qui venaient de la zone Côte d'Azur et la zone sud-ouest. Donc finalement, à côté de Lyon, c'était très facile. Réellement, on réfléchit à pourquoi pas en mettre une en place en Belgique si on avait assez de candidats. Mais en tout cas, voilà, on fait cette formation qui, comme je vous dis, se déroule donc sur la partie initiateur 2 jours, la partie moniteur premier degré qui veut prendre en charge, au moins dans le cadre de la plongée bien-être, et encore une fois, j'insiste sur la différence entre bien-être et la partie santé, d'une semaine, et donc 2 semaines pour la partie complète. Donc voilà, pour l'instant, on en a une à Lyon là, qui démarre lundi prochain. Il reste 2 places. Il y a des gens qui sont chauds bouillants. C'est un peu court. Mais voilà. Et sinon, après, on en aura d'autres, probablement au mois de mars. Et pourquoi pas, on aurait des possibilités en Belgique. On peut tout à fait se déplacer, d'autant qu'on a maintenant plusieurs moniteurs belges qui se sont formés et qui commencent, dont 2 qui ont une très grosse activité maintenant sur la fosse de Nemo 33, qui travaillent pas mal là-dedans, là, qui prennent en charge pas mal de gens. Ouais. Bien, mais tu pourras, si tu organises, tu peux m'envoyer et j'enverrai le mail, le document que tu m'enverrais à tous ceux qui sont inscrits pour les conférences. Alors, pour compléter justement la chose, on parle de plongée et le gros avantage je dirais, des techniques spécifiques qu'on a mis en place, c'est que pour justement on puisse les adapter toute l'année en fosse de plongée. Il n'y a pas besoin forcément de se retrouver dans un milieu tropical pour avoir les bénéfices. La fosse de plongée vraiment fonctionne bien. Alors évidemment, demain, vous vous retrouvez en combinaison étanche, collé dans la vase à Baudelais ou Botsé, ça devient un peu plus compliqué au démarrage. Donc là, vous rentrez dans un environnement stressant qui risque au début d'être compliqué, à moins que les gens aient déjà une expérience en plongée, forcément. Mais toutes les problématiques qui sont reliées au froid et les sensations qui vont être agencées par les différents mouvements, par exemple, travailler en lycra ou en shorty ou en fosse de plongée à 28 degrés ou en 33 degrés à Nemo, si vous voulez, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Donc vraiment, la fosse de plongée marche très très bien. Et on en a
pas mal des moniteurs là pour l'instant en France et en Suisse qui travaillent beaucoup dans les fosses et ça fonctionne plutôt assez bien. Ouais. Et vous n'avez pas répondu à la question sur le prix. Ah, le prix, pardon. Alors, le prix, oui, alors le prix, il est dans notre site web. Il n'est pas forcément super donné parce que les 2 semaines sont à 4 800 €, qui sont justifiés par le nombre d'intervenants et surtout de spécialistes qui viennent donner des cours. Donc, on a en l'occurrence des chefs de service, des psychologues, des entraîneurs d'équipe olympique. En fait, ce qu'on a voulu faire réellement, c'est avoir que des experts qui viennent donner les cours pour 2 raisons. C'est que déjà, on trouve que ça protège juridiquement le moniteur. C'est-à-dire que se dire, bah voilà, j'ai eu des cours par Marcel qui est charpentier dans la Creuse, mais qui a des théories sur le stress, eh ben, vous êtes moins comment protégé juridiquement que si derrière la formation est validée par des médecins et des psys avec lesquels on travaille. Et donc, c'est une des raisons qui effectivement donne ce tarif, c'est qu'on a 7 ou 8 intervenants, mais qui sont des gens qu'on fait venir d'un peu partout en France et de Belgique. D'ailleurs, on a un psychologue belge qui travaille pour nous aussi, qui vient intervenir. Et voilà, donc il y a les déplacements. Et puis, bah, voilà, ces gens-là, malheureusement, quand vous les retirez des services de santé, ben, vous ne les payez pas 20 € de l'heure, quoi. Vous imaginez bien. Et on loue la fosse en plus pendant 2 semaines. Donc, forcément, ça a des répercussions. Parce qu'on ne fait pas que de la théorie, on fait beaucoup de plongée aussi pendant la Merci. phase de Eh formation. bien, ah, quand même. Merci Oui, beaucoup. heureusement, ouais. Alors, je vais passer la main à Alain. Vas-y. Oui, juste le temps de mettre le micro sur on. Donc, merci pour ces différentes informations. Je voulais savoir si dans le cadre de vos études cliniques, vous aviez remarqué une différence dans la réponse des sujets que vous avez eus en fonction du fait qu'ils étaient déjà plongeurs avant de venir chez vous ou qu'ils découvraient en même temps ce nouveau milieu. Merci. Fred, tu veux répondre? Oui, on a regardé effectivement des sous-groupes en fonction du fait que les gens étaient, comme vous le disiez, plongeurs ou non, et on a remarqué à ce stade aucune différence. Maintenant, comme on a eu en majorité des non-plongeurs, évidemment, la significativité des tests, on a utilisé des tests non paramétriques, elle est un petit peu difficile à valider parce qu'on avait des bras plongeurs qui étaient de très petite taille. Mais dans l'ensemble, juste ici, on n'a vu aucune différence. Ok. Pour venir rebondir sur ce que dit Fred, comme moi, forcément, je travaille l'année en Guadeloupe, j'ai quand même pas mal de gens qui viennent exprès en Guadeloupe pour ça, au final. Donc, ces 2 dernières années, j'ai eu quand même pas mal de personnes avec différentes pathologies. En l'occurrence, c'est plus des pathologies que j'ai eues. J'en ai quelques-uns qui sont venus pour la partie, on va dire, plongée bien-être. Mais j'en ai quand même eu plus dans la partie pathologie, dont des niveaux 3, des niveaux 4 et un moniteur. Et j'ai pareil, pas de différence significative, ça fonctionne dans tous les cas. Ok, parfait, merci. Merci. Alors, moi, j'ai une question assez bête, mais j'aimerais bien quand même savoir le après. Quand ils ont eu fini leur traitement, on va dire, en Guadeloupe, est-ce qu'il y en a certains qui ont continué la plongée? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont repris une vie normale et qui vous ont dit, mais moi, maintenant, je vais très bien? Ou alors, il y a eu une rechute euh, suite au traumatisme qu'ils ont eu? Alors, encore une fois, bonne nouvelle, par exemple, sur l'ensemble des plongeurs. Alors, autant ceux qu'on a eu à l'armée, ils étaient que 10 et on sait que certains continuent de plonger, mais l'armée, c'est très confidentiel. Le suivi des gens, forcément, fait partie du secret défense, donc c'est un peu compliqué. Surtout que c'était des gens qui étaient sur le terrain pour des opérations spéciales, donc vous imaginez bien que les informations, on ne les a pas. Par contre, pour les rescapés du Bataclan, la bonne nouvelle, c'est que tous, je crois, sans exception, sont maintenant plongeurs actifs. C'est-à-dire que je sais que moi, ils font maintenant des groupes tous les ans en Guadeloupe. Ils arrivent par groupe de 5, 6, 7, ils louent des villas et voilà, ils viennent se refaire leur petite piqûre de rappel. Donc on a toujours des contacts et tous continuent de plonger. Alors après, je pense qu'on peut littéralement dire que pratiquement sans exception, tous les gens ont témoigné d'un réel bienfait. Pour certains qui disent que ça a été un virage, que ça leur a permis de prendre. Encore une fois,
on ne va pas s'associer à une thérapie, mais en tout cas, ça leur a donné suffisamment de compétences pour pouvoir aller au bout de certaines choses, comme le traitement et comme la capacité à faire face. Et ça, c'est plutôt assez cool, c'est que plein disent, mais heureusement que j'y suis passé par là. Donc ça, c'est c'est quand même très valorisant. Donc il y en a pour beaucoup qui ont retrouvé une vie classique. Donc, voilà, avec forcément toujours les démons derrière, hein, quand vous êtes passé par ce genre de choses, forcément ça reste dans la tête. Mais en tout cas, pour la plupart, oui, tous ceux à qui moi je suis encore en contact, ça se passe quand même relativement bien. Et pour ceux qui étaient groupe, on va dire témoins, donc la ligne bleue, qui ne plongeaient pas, qui faisaient d'autres sports, est-ce qu'il n'y a pas une certaine jalousie ou une certaine envie justement de voir que les autres évoluent bien et donc de se mettre à la plongée? Alors je donne la main à Fred. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'était engagé au début de l'étude, à supposer évidemment que les résultats étaient positifs. On s'était engagé à faire plonger le groupe témoin. Et donc, on a fait cette expérience en Guadeloupe. Donc, on était en novembre 2017. On a eu de très bons résultats, en particulier à court terme. Et donc, on a refait plonger le groupe contrôle, donc le groupe qui avait fait du sport. On les a fait plonger 8 mois plus tard à Niolon, donc au nord de Marseille, avec des résultats tout à fait similaires. Donc, il y a eu évidemment une frustration sur le moment, mais ils connaissaient les règles, donc ils avaient accepté les règles du jeu. Et quand on les a fait plonger 6 mois plus tard, on a donné, je dirais, également le bénéfice au groupe contrôle. Et le fait d'être en Guadeloupe, est-ce que c'est pas un biais dans le protocole? Parce que la Guadeloupe, c'est des fonds super. Bon, je parle pas de Vaudelet ou alors Rochefontaine. Est-ce que ça n'a pas, on est en vacances, est-ce que ça n'a pas joué par rapport à... On a fait, donc ce qui nous intéressait, c'était évidemment l'amélioration brute sur les symptômes du stress post-traumatique qui sont résumés, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, par cette échelle qui est la PCL5. Mais en fait, l'étude clinique était basée sur un groupe c'était surtout la comparaison avec le groupe contrôle. Et ce qu'on montre, c'est qu'il y a une différence significative avec le groupe contrôle. Si je rentre dans les détails de l'étude, il s'avère que dans les deux groupes, c'est complètement le hasard du tirage au sort. Sur les deux groupes de 17, il y en avait 12 à chaque fois dans les deux groupes qui étaient vraiment beaucoup plus malades que les autres. Et ce qu'on a montré, c'est que dans le groupe, plongée, à la fin du stage de plongée, on en a 11 sur 12 qui sont en rémission, alors que ceux qui sont dans le groupe témoin, sport, il n'y en a qu'1 sur 12. Donc là, on a une différence qui est énorme entre les deux groupes. Et donc, comme on a emmené les deux groupes en Guadeloupe, on annihile l'effet vacances. C'est le principe du groupe témoin. Bon, et l'autre, ce qui répond également à votre question, c'est que le second groupe, lui, il a plongé dans une eau plutôt froide. À Niolon, on était au mois de juin. L'eau était alors, c'est beaucoup moins froid que vos eaux, mais c'était de l'eau à 15-16 degrés. Et tout récemment, ce qu'on a fait avec les personnes obèses, c'était en septembre-octobre, du côté sur la côte nord de Marseille, ce qu'on appelle la côte bleue. Et l'eau était vraiment pas chaude. On plongeait avec des combis intégrales. Donc, on a en fait validé que ça marchait aussi en eau froide, en combi intégral, dans des eaux qui ne sont pas nécessairement paradisiaques. Merci beaucoup. D'autres questions? Dominique, de nouveau, je pense. Oui, je me demande si vous l'avez fait ou si quelqu'un a envie de faire une comparaison, le même test de PCL5 après une formation baptismètre et après une formation niveau 1 ou niveau 2 chez nous. Parce que dans mon vécu de monitrice, je remarque ça déjà simplement quand je forme des débutants. Et donc, ça m'intéresserait de faire ce même test avant et après la formation niveau 1. Qu'en pensez-vous? Tu veux répondre, Fred, ou je prends? Comme tu veux. Ok. Alors forcément, c'est quelque chose qu'on sera sûrement amené à faire à un moment donné, mais justement, la façon dont les exercices sont agencés,
sont déjà issus de techniques qui sont des techniques de gestion du stress et de développement de capacités de résilience. Moi, justement, si je prends en compte l'ensemble des plongeurs que j'ai ici en Guadeloupe, j'ai forcément des plongeurs qui plongent fréquemment. Hein, donc, quand vous avez un niveau 2, un niveau 3 qui fait l'ensemble du protocole et qui dit mais clairement, ça m'a tellement apporté, même dans une formation classique d'ailleurs, hein, sur des gens qui veulent derrière passer un niveau de type niveau 4 ou moniteur, avoir un meilleur contrôle mental, avoir une capacité on va dire de réaction qui soit modifiée, c'est quand même très intéressant. Mais si demain on devait monter l'étude, alors là, je n'y vais qu'à l'instinctif. C'est évident que normalement, on aura quand même une significativité plus importante avec ce type d'exercice que ce que vous allez avoir sur une simple formation. La plongée en elle-même fait du bien, on le sait, puisque finalement, ça a été le début du diaporama. Dive Stress, c'était de la plongée classique, ce n'était pas de la plongée adaptée. Quand on a commencé les études cliniques avec le stress post-traumatique, là, on est rentré dans une forme de plongée adaptée. Et pour le coup, effectivement, dans cette plongée, elle est découpée en 2 parties. Donc, il y a une partie vraiment très statique qui va se dérouler sur le fond. Et après, derrière, une partie exploration qui fait que ça ne dénature pas non plus je dirais le côté sympathique de la plongée où on va quand même faire de l'explo. On ne reste pas que collé sur un fond. Après, demain, c'est vrai que si vous faites de la fosse de plongée, bon, l'exploration en fosse reste quand même relativement limitée. Donc, il faut s'occuper. Mais en tout cas, par défaut, vu les niveaux de certaines personnes qui sont passées sur le protocole, en tout cas chez moi en Guadeloupe, des niveaux 2, des niveaux 3, voire des niveaux 4, clairement, leur retour, c'était vraiment, ça m'a bluffé. Voilà. L'autre point, alors, il y a deux choses que je voulais vous dire. La première chose, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par la Fédération française de plongée pour des gens en état de stress post-traumatique suite aux attentats de Nice. Mais pour l'instant, les données ne sont pas publiées. J'ai regardé récemment, je n'ai rien trouvé. Donc, je pense que ça va sortir un jour. Donc, ça sera extrêmement intéressant de regarder ce qui sort, puisque là, c'est de la plongée classique en piscine. Ça, c'est la première chose, donc ça sera à suivre. La seconde chose, c'est que la raison pour laquelle on a construit ce protocole, c'est on sait que les différentes pratiques fonctionnent. La sophrologie, il y a des articles qui démontrent l'intérêt. La méditation de pleine conscience, il y a énormément de littérature scientifique. La plongée, on l'a désormais démontré. L'idée, c'est d'additionner l'effet de ces différentes pratiques sous l'eau et d'espérer en fait qu'elles potentialisent. Donc, on espère évidemment que l'effet du protocole est supérieur à l'effet de la plongée. On en a relativement peu de preuves directes scientifiques. Le seul point scientifique que je peux souligner, c'est quand je regarde les réductions du stress observées pendant Dive Stress et pendant l'étude qu'on vient de faire au B-Dive, donc sur une population de personnes stressées mais qui a une pathologie chronique, on constate des réductions beaucoup plus fortes du niveau de stress perçu. Maintenant, il faudrait aller plus loin. Vous avez raison, faire une étude clinique de bras avec un bras plongé et un bras vacciné. Merci. Autre question? Ah, voilà. Dominique, oh, vas-y. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse de près, vraiment. Je voudrais savoir si, dans l'assistance, il y a quelqu'un de la commission adaptée de chez nous, plongée adaptée, parce que finalement, la plongée adaptée reprend déjà pas mal de ces données-là, et pourquoi pas ajouter une section plus psy, puisqu'il y a déjà des difficultés sensorielles, des difficultés motrices, il pourrait très bien y avoir une section psychique. Moi, je suis présente, Dominique. Jennifer, ici. Oui, bonjour Jennifer. Bah, du coup, moi, tout m'a beaucoup intéressée parce que je suis kiné de formation et je suis dans la commission plongée adaptée. Donc, effectivement, je suis convaincue qu'il y a plein de choses à mobiliser, mais je pense que pour ça, il faut être formé parce que on ne peut pas intégrer des notions de sophrologie, de mindfulness, etc. comme ça dans la formation des encadrants ou dans la plongée adaptée sans y avoir été formé. Donc voilà, je suis personnellement intéressée par contre par les formations, du coup, comme Dominique. Donc si Belgique ou France, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver le calendrier des formations officielles sur le site de Batismed ou parce que j'ai un peu regardé, j'ai pas trouvé. Alors, le site internet va littéralement changer dans quelques jours puisqu'on vient
tout refaire. La prochaine formation, là, c'est novembre, comme je vous ai dit, à Lyon, et la prochaine potentiellement en mars. Et encore une fois, on s'est toujours adapté. Si on avait une demande, on a eu à un moment donné une grosse demande en Guadeloupe, donc on en a mis une en place rapidement. Mais voilà, après, il faut effectivement je dirais qu'on sache suffisamment longtemps en avance combien de personnes seraient intéressées, parce que la vraie difficulté pour nous, c'est pas de faire la formation, c'est forcément, la réservation des fosses qui peut être complexe, et surtout, 2, la sollicitation du personnel scientifique qui va venir donner les cours. Parce qu'on reste quand même très attaché à l'idée d'avoir des vrais experts comme intervenants, et pas uniquement que des plongeurs. Est-ce qu'on Mais pourrait du coup, il rajouter n'y a pas de une calendrier liste? pour l'instant en 2024. On va mettre ça en place prochainement. Ouais, si on peut être tenu au courant, soit via David, ou si on peut donner notre adresse mail pour être dans une mailing list, pour être tenu au courant. Parce qu'en soi, la France, selon l'endroit, ça peut être accessible, surtout si c'est pour 2 semaines, rien n'empêche de se déplacer et de prendre un hébergement sur place. Je ne sais pas s'il y a moyen d'être tenu au courant de... Oui, tout à fait. Si vous m'envoyez un mail, de toute façon, en général, j'ai une liste de personnes intéressées. Et voilà, après, il y a la page Facebook aussi, sur laquelle on communique pas mal. À partir du moment où vous likez, souvent vous êtes informé aussi des mises en place. Mais par mail, ça fonctionne, oui. Tu dois l'enlever. Comment ça, je dois l'enlever? Voilà, mais tu peux m'envoyer tous les documents, j'enverrai ça à tous les participants. Comme ça, ils auront déjà un. Voilà. Autre question. Je ne sais pas si tu viens de lever la main, Dominique. Oui, je voudrais savoir combien de personnes il faut pour organiser cette formation. Si on en a 7 qui vont jusqu'au 2e degré, ça se fait. Ah ouais. Je crois que tu as une participante déjà inscrite sur les 7. Il n'y a plus que 6. Merci. Jennifer, tu veux poser une question? Du coup, question complémentaire, on parle de 2e degré. La formation en 15 jours, c'est pour les 2 premiers degrés et pas le 3e? Alors en fait, il n'y a pas de 3e degré. Il y a la partie initiateur, mais qui est vraiment, qu'on a voulu adapter pour la partie type club associatif que vous allez retrouver en Belgique, ou comme nous dans les piscines du nord de la France, ou ce genre de choses, où les gens peuvent démarrer une première initiation avec leur plongeur, au moins sur le premier niveau baptismède. Donc ça se fait en 2 jours. Mais bon, après, voilà, c'est vraiment que pour de la piscine, faible profondeur, et c'est une première approche, on va dire. Donc, et après, il y a le 1er degré qui est toute la première semaine, et le 2e degré qui est la 2e semaine. Mais je voyais qu'il y avait un 3e degré pour prendre en charge vraiment des patients souffrant de... Non, c'est parce que c'est juste le nom du truc. En fait, c'est juste le nom du diplôme qu'on lui a donné. C'est initiateur. Initiateur, c'est celui qui fait en piscine. 1er degré, c'est celui qui peut faire tout le protocole en milieu naturel dans le cadre de la plongée bien-être. Et 2e degré, c'est celui qui fait les 2 semaines complètes. Mais en fait, les 2 premiers jours, tout le monde est rassemblé finalement, puisque la partie initiateur, les 2 premiers jours, se chevauchent avec le 1er et 2e degré. C'est quelque chose qui se suit. Ok. Et donc, sur les 2 semaines, il y a moyen de faire les 3 degrés alors? C'est ça. Ok. Merci. Voilà, merci beaucoup. Allez, encore une question? Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, je te remercie Vincent et je te remercie Frédéric d'avoir animé cette conférence. Franchement, j'ai hâte de peut-être vous réinviter l'année prochaine pour un nouveau cycle, pour avoir la suite de vos recherches, parce que moi, j'ai été vraiment pendu à volaire et ça m'a vraiment bien intéressé. Voilà, alors je remercie tous les participants et on va faire une petite pause pendant quelques mois, et la prochaine conférence, elle sera axée surtout pour les Monitor Club. Les Monitor Club, ce sera Alain Forêt, tout le monde connaît, j'espère que tout le monde connaît, avec ses livres Plongée Plaisir, qui viendra parler du Code du sport, et ce sera le titre, c'est le Code du sport pour les Belges. Voilà, donc c'est
tous les secrets du code du sport, j'espère qu'il va nous les transmettre. Bien sûr, les moniteurs fédéraux et nationaux sont invités, mais je lui ai demandé, c'est vraiment pour les moniteurs clubs en priorité, mais bien sûr, on accepte tout le monde. Voilà, je vous remercie encore. Je dis merci à Vincent qui est au fin fond des îles en Guadeloupe. Franchement, tu as beaucoup de chance. Merci beaucoup à Frédéric. Je ne sais pas où tu es, mais je ne crois pas que tu es là-bas, non? Non, tu es ici, je suppose. Lyon. Je suis à Lyon. Ah oui. Ah bah, Lyon, c'est très bien aussi, il fait quand même plus chaud. Hein, et je vous remercie d'avoir participé à tous les spectateurs et spectatrices. Voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, salut. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, au revoir. Comme ça, j'attends que tout le monde soit parti pour fermer.